J'ai 82 ans. Voici ce que j'ai appris après 1 an en maison de retraite. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui compte vraiment lorsque vous atteignez vos dernières années? Quand j'ai emménagé en maison de retraite à 81 ans, je pensais savoir à quoi m'attendre. Mais après y avoir vécu 1 an, j'ai réalisé que vieillir est plein de surprises, certaines bonnes, d'autres difficiles, et d'autres qui ont complètement changé ma façon de voir la vie. Dans cette vidéo, je vais partager 7 choses que j'ai apprises après 1 an en maison de retraite. Des leçons qui pourraient vous aider ou aider quelqu'un que vous aimez à aborder le vieillissement avec sagesse et grâce. Certaines de ces réflexions confirmeront peut-être ce que vous soupçonnez déjà, tandis que d'autres pourraient remettre en question votre façon de penser au vieillissement. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette vidéo, vous repartirez avec une meilleure compréhension de ce que signifie réellement bien vieillir. Et peut-être même verrez-vous votre avenir sous un jour entièrement nouveau. Restez avec moi jusqu'au bout, car la dernière leçon est celle qui a eu le plus grand impact sur moi, et elle pourrait changer à jamais votre façon d'aborder votre propre parcours de vieillissement. Commençons. La solitude est un choix, pas une fatalité. Quand j'ai emménagé en maison de retraite, je m'attendais à me sentir seul. J'avais perdu mon conjoint des années auparavant. Mes enfants étaient pris par leur propre vie, et la plupart de mes anciens amis étaient décédés ou avaient déménagé loin. Je pensais que la solitude faisait simplement partie du vieillissement, quelque chose que je devrais accepter. Mais après avoir vécu ici 1 an, j'ai appris quelque chose qui a complètement changé ma perspective. La solitude n'est pas une fatalité, c'est un choix. J'ai vu 2 types de personnes ici, Billy. Il y a ceux qui restent dans leur chambre toute la journée, attendant une visite, convaincus que personne ne se soucie d'eux. Et puis, il y a ceux qui parcourent le couloir, sourient aux autres, engagent la conversation et font l'effort de participer. La différence entre ces 2 groupes, ce ne sont pas les circonstances, c'est leur état d'esprit. Une femme que j'ai connue, Margaret, m'a appris cette leçon. Elle n'avait pas de famille à proximité, pas de visiteurs, et pourtant, c'était l'une des personnes les plus heureuses que j'ai jamais connues. Je lui ai demandé comment elle faisait pour rester si positive. Elle a ri et m'a répondu. Je frappe aux portes, je m'installe aux tables où il y a du monde, et je n'attends jamais que le bonheur vienne à moi, je pars à sa recherche. Ça m'a marqué. Alors j'ai essayé. Au lieu de rester dans ma chambre, j'ai commencé à saluer les gens dans le couloir. Je me suis jointe à une partie de cartes, même si je n'y avais pas joué depuis des années. J'ai interrogé les gens sur leur vie, leur famille, leur histoire. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Mon monde s'est élargi. Plus je m'ouvrais aux autres, plus ils réagissaient. Je ne faisais plus que passer le temps, je tissais des liens. J'ai appris que la solitude, ce n'est pas d'être seul, c'est de choisir de rester déconnecté. Il y aura toujours des occasions de parler, de rire, de créer des liens, mais seulement si nous les saisissons. Si vous vous sentez seul, demandez-vous, est-ce que j'attends que quelqu'un vienne à moi ou est-ce que je fais le premier pas? Car la vérité, c'est que ceux qui attendent restent souvent seuls. Mais ceux qui vont vers les autres, ils trouvent de la compagnie, un but et même de la joie. L'indépendance s'estompe plus vite si on la laisse faire. Quand je suis arrivé en maison de retraite, j'ai observé un schéma récurrent. Des résidents autrefois capables de faire les choses par eux-mêmes cessaient lentement d'essayer. Un homme nommé Richard, qui avait toujours été fort et autonome, a commencé à demander de l'aide pour les tâches les plus simples, des choses qu'il avait faites toute sa vie. Au début, cela semblait anodin. Mais en quelques mois, il s'est affaibli, a perdu confiance en lui,
et est devenu plus dépendant des autres. La vérité, c'est que lorsqu'on cesse d'utiliser ses capacités, on commence à les perdre. J'ai vite appris que préserver son indépendance est un choix actif. Il est plus facile de laisser quelqu'un d'autre vous apporter une tasse de café que de vous lever pour vous servir vous-même. Il est plus facile de prendre l'ascenseur que de faire quelques pas supplémentaires. Mais chaque fois que vous choisissez la facilité, vous renoncez à un peu plus de votre force, de votre mobilité et de votre autonomie. Et une fois qu'on y a renoncé, il est presque impossible de revenir en arrière. C'est pourquoi je me suis fixé une règle. Si je peux le faire, je le fais. Même si cela me prend plus de temps, même si c'est inconfortable, même si je n'en ressens pas le besoin. Je prends les escaliers quand je le peux. Je m'habille seul chaque matin. Je me lève et je bouge, même quand je n'en ai pas envie. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, il s'agit de préserver ce que j'ai aussi longtemps que possible. Le vieillissement ne nous prive pas de notre indépendance du jour au lendemain. Cela se produit par petites touches, par de petites décisions qui semblent anodines sur le moment. Mais au fil des semaines, des mois et des années, elles s'accumulent. J'ai vu des gens renoncer à leur indépendance sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'ils n'ont pas lutté pour la conserver. Alors, si vous vivez encore de manière autonome, ne laissez pas la facilité vous voler vos capacités. Bougez, étirez-vous, soulevez, tenez-vous debout, quoi que vous puissiez faire, continuez à le faire. Car dès l'instant où vous arrêtez, vous commencez à glisser vers un état où vous aurez besoin d'aide pour tout. Et ce n'est pas un endroit où l'on souhaite se retrouver. Poursuivons. La santé décline lorsque la routine disparaît. Quand je suis arrivé en maison de retraite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Certains résidents semblaient vifs, actifs et pleins de vie, tandis que d'autres semblaient s'éteindre, perdant leur énergie et leur intérêt pour tout ce qui les entourait. Au début, j'ai pensé que c'était simplement une question de santé, que certaines personnes étaient simplement plus robustes que d'autres. Mais avec le temps, j'ai compris que la vraie différence résidait ailleurs, dans la routine. J'ai connu un homme nommé Georges, un enseignant retraité approchant les 90 ans. Chaque matin, réglé comme une horloge, il se réveillait à la même heure, se rasait, s'habillait avec soin et faisait une petite promenade avant le petit déjeuner. Il avait un emploi du temps fixe pour la lecture, les interactions sociales et même l'exercice. Il était vif, alerte et avait une certaine prestance. Puis j'en ai connu d'autres qui n'avaient aucune routine. Ils se réveillaient quand bon leur semblait, sautaient des repas, restaient dans leur chambre et laissaient filer la journée. La différence dans leur état de santé mentale et physique était indéniable. J'ai vite compris que le corps et l'esprit ont besoin de structure. Sans elle, tout commence à se déliter. Quand nous n'avons plus de raison de nous lever, de bouger, de participer, nos muscles s'affaiblissent, notre esprit ralentit et nos journées se confondent. Je l'ai vu se produire maintes et maintes fois. Des personnes autrefois épanouies commencent à décliner simplement parce qu'elles n'ont plus de raison de rester actives. Alors je me suis fixé une règle. Chaque jour doit avoir un programme. Même si je n'en ai pas, puis je me lève, je prends ma douche et je m'habille. Je fixe des heures pour les repas, la lecture, un peu d'exercice. Je m'efforce de sortir quand je le peux, ne serait-ce que pour quelques minutes. Je parle aux gens à la même heure chaque jour pour maintenir ces liens vivants. Il ne s'agit pas de s'occuper, il s'agit de rester engagé dans la vie. Vieillir, ce n'est pas seulement le corps qui prend de l'âge, c'est ce que nous faisons de nos journées. Ceux qui abandonnent la structure perdent souvent leur étincelle. Mais ceux qui créent et respectent une routine
aussi simple soit-elle, reste plus vif, plus fort et plus vivant. Je l'ai vu de mes propres yeux, et je peux vous le dire. Si vous voulez rester autonome, si vous voulez vous sentir vous-même le plus longtemps possible, établissez une routine et tenez-vous-y. Cela peut sembler peu de choses, mais avec le temps, ça fait toute la différence. Votre attitude façonne votre expérience. Quand j'ai emménagé en maison de retraite, je supposais que les résidents les plus heureux étaient ceux en meilleure santé, ceux qui pouvaient encore marcher facilement, qui recevaient des visites fréquentes, qui n'avaient pas de problèmes médicaux majeurs. Mais j'avais tort. Certaines des personnes les plus en forme que j'ai connues étaient malheureuses, se plaignant constamment, ruminant ce qu'elles avaient perdu. Pendant ce temps, certains des résidents, les plus heureux, étaient ceux qui faisaient face aux plus grands défis. Des personnes en fauteuil roulant, des personnes ayant des troubles de mémoire, des personnes qui avaient survécu à leurs amis les plus proches. Qu'est-ce qui faisait la différence? L'attitude. J'ai connu une femme nommée Éléonore, 86 ans, qui souffrait d'une arthrite sévère qui rendait ses déplacements difficiles. Elle aurait pu passer ses journées à se focaliser sur la douleur, les limitations, l'injustice de sa situation. Au lieu de cela, chaque matin, elle saluait les gens avec un sourire, leur demandait comment ils allaient et ne manquait jamais une occasion d'avoir un mot gentil. Elle m'a dit que le bonheur, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est la façon dont vous décidez de voir les choses. Ça m'a marqué, car j'ai aussi connu des gens qui avaient bien moins de difficultés qu'Éléonore, mais qui étaient amers, ruminant constamment ce qu'ils avaient perdu, comparant leur vie à ce qu'elle avait été. La vérité, c'est que si vous passez tout votre temps à vous focaliser sur ce qui n'est plus, vous ne profiterez jamais de ce qui reste. Le vieillissement apporte des changements. C'est inévitable. Mais ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer, voilà ce qui façonne notre expérience. Chaque jour, je me le rappelle. Je peux soit me focaliser sur ce qui me manque, soit me concentrer sur ce que j'ai encore. Je peux soit me plaindre de ce qui est difficile, soit être reconnaissante pour ce qui est encore possible. Je peux soit laisser le passé me définir, soit accueillir ce qui reste du présent. J'ai appris que le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive tout seul. C'est quelque chose que nous créons, quelque chose que nous cultivons. Et les personnes qui vieillissent le mieux ne sont pas celles qui ont les meilleures circonstances, mais celles qui ont le meilleur état d'esprit. Si vous vous réveillez chaque matin en vous attendant au pire, c'est ce qui arrivera. Mais si vous vous réveillez en choisissant de trouver quelque chose de bon dans la journée, vous le trouverez. C'est vraiment aussi simple que ça. Poursuivons. Les visites de la famille sont imprévisibles, mais les amitiés vous soutiennent. Quand j'ai emménagé en maison de retraite, je pensais que les visites de la famille seraient le point culminant de mes journées. Et au début, ce fut le cas. Voir mes enfants, mes petits-enfants, prendre des nouvelles de leur vie, cela me donnait quelque chose à attendre avec impatience. Mais avec le temps, les visites se sont espacées. La vie est devenue chargée, les emplois du temps compliqués, et parfois, des semaines passaient sans visite. Au début, c'était douloureux. Je me surprenais à attendre, à espérer, à être déçu quand le téléphone ne sonnait pas. Puis, j'ai remarqué quelque chose. Les personnes qui passaient tout leur temps à attendre les visites de leur famille étaient souvent les plus seules. Mais ceux qui tissaient des amitiés au sein de la maison de retraite, ils avaient toujours quelqu'un à qui parler, toujours une raison de sourire. C'est là que j'ai compris, la famille est importante, mais ce sont les amitiés qui vous aident à s'avancer. J'ai connu un homme nommé Albert. Il avait un fils
qui vivait à 2 heures de route et ne venait le voir qu'une fois tous les quelques mois. Mais Albert ne semblait jamais triste ni seul. Chaque matin, il prenait le café avec un petit groupe d'amis. Il jouait aux cartes l'après-midi, partageait ses repas avec des personnes qu'il appréciait et avait toujours quelqu'un avec qui rire. Un jour, je lui ai demandé comment il faisait pour rester si positif, bien qu'il ne voie pas son fils très souvent. Il a souri et a dit « J'ai arrêté de compter les visites et j'ai commencé à compter les personnes qui sont là tous les jours. Cela a tout changé pour moi. Au lieu de me focaliser sur le moment où ma famille viendrait me voir, j'ai commencé à me concentrer sur les gens autour de moi. Je me suis efforcé de m'asseoir avec différents groupes pendant les repas, de prendre des nouvelles de mes voisins, de participer aux activités même quand j'avais envie de rester dans ma chambre. Et plus je le faisais, moins je me sentais seul. La vérité, c'est que nos familles nous aiment. Mais elles ont leur propre vie, leurs propres responsabilités, et même s'ils tiennent à nous, ils ne peuvent pas toujours être là aussi souvent que nous le souhaiterions. Ce n'est pas un reflet de leur amour, c'est juste la vie. Mais nous pouvons choisir de laisser cela nous faire sentir oubliés, ou nous pouvons choisir de tisser des liens là où nous sommes. Je l'ai vu et revu. Les personnes qui restent assises à attendre les visites de leur famille se sentent souvent déçues. Mais celles qui s'efforcent de se faire des amis, de participer, de nouer des relations avec les personnes qu'elles côtoient tous les jours, celles s'épanouissent. Car en fin de compte, l'amour ne concerne pas seulement ceux qui sont de votre sang. Il s'agit de savoir qui est présent, qui se soucie de vous, et qui rend votre monde un peu moins solitaire. Et le plus souvent, ces personnes ne sont pas celles qui partagent de votre sang, mais celles qui partagent vos journées. Le passé devient plus vivace, mais le présent compte toujours. L'une des choses les plus étranges en vieillissant, c'est la façon dont le passé commence à sembler plus réel que le présent. Je peux me souvenir de détails de mon enfance avec une clarté absolue. L'odeur de la cuisine de ma mère, les chansons qui passaient à la radio, le rire de mon meilleur ami quand nous étions enfants. Mais demandez-moi ce que j'ai mangé hier à midi, et je devrais peut-être réfléchir un instant. J'ai aussi remarqué cela chez les autres. Les conversations en maison de retraite dérivent souvent vers le passé, histoire d'anciens emplois, d'amour de jeunesse, de la façon dont les choses étaient autrefois. Et je comprends pourquoi. Le passé est familier, réconfortant. C'est un endroit où nous étions forts, où nous étions utiles, où la vie semblait plus vaste. Mais il y a un danger à passer trop de temps à regarder en arrière. Cela peut nous faire oublier que nous sommes toujours là. J'ai connu un homme nommé Frank. Il avait 89 ans et pouvait raconter des histoires de sa jeunesse avec des détails saisissants. Mais c'était tout ce dont il parlait, le passé. Il ne participait jamais aux activités, ne demandait jamais aux autres comment était leur vie actuelle, ne semblait jamais intéressé par le moment présent. C'était comme s'il avait décidé que sa vie était déjà terminée, même s'il était encore bien vivant. Puis il y avait Hélène. Elle avait 84 ans et aimait aussi évoquer son passé, mais elle ne laissait jamais cela l'empêcher de vivre le moment présent. Elle était toujours curieuse, toujours prête à essayer de nouvelles choses. Je me souviens qu'elle a dit un jour « J'ai plus d'hier que de demain, mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui ne compte pas. » Ça m'a marqué. Car la vérité, c'est que la nostalgie est un cadeau. Elle nous rappelle d'où nous venons, des vies que nous avons bâties, des moments qui nous ont façonnés. Mais elle ne devrait jamais se faire au détriment du présent. Nous avons encore des conversations à apprécier, des repas à savourer, des personnes avec qui créer des liens et des moments à vivre.
La vie n'est peut-être plus ce qu'elle était, mais elle continue. Et si nous passons trop de temps dans le passé, nous risquons de manquer ce qui reste du présent. Alors oui, racontez vos histoires. Souvenez-vous de vos plus beaux jours. Souriez aux souvenirs qui réchauffent votre cœur. Mais n'oubliez pas de regarder autour de vous, de rester engagé, de continuer à vivre, car peu importe le nombre d'années que nous avons derrière nous, le temps présent compte toujours. Poursuivons. Les petits plaisirs font une grande différence. En vieillissant, votre monde commence à rétrécir. Les grandes aventures, les étapes importantes, les réussites professionnelles, tout ce qui définissait autrefois votre vie fait désormais partie du passé. Ce qu'il vous reste, ce sont les moments du quotidien, les routines simples, les petites choses qui remplissent par même votre temps. Et ce que j'ai appris après 1 an en maison de retraite, c'est que ces petites choses comptent plus que vous ne le pensez. J'ai vu des gens trouver une joie pure dans les plaisirs les plus simples. Une tasse de café chaud le matin, une chanson préférée en fond sonore, la sensation du soleil sur la peau en étant assis près d'une fenêtre. Un homme que je connais, Harold, 82 ans, s'illumine chaque fois qu'il reçoit son bonbon au caramel préféré. Il garde une petite réserve dans son tiroir et en offre toujours un à quiconque s'arrête. C'est une petite chose, à peine digne d'être mentionnée pour la plupart des gens, mais pour lui, c'est un rituel qui apporte réconfort, lien et un peu de bonheur. J'ai appris à chérir ces moments moi-même. Il y a quelque chose de spécial dans la première gorgée de thé chaud le matin. Le chant des oiseaux derrière ma fenêtre, les voix familières des amis me saluant dans le couloir. Quand la vie ralentit, ces petits moments deviennent les points forts de la journée. Et je l'ai vu. Ceux qui les accueillent, qui les savourent, qui prennent le temps d'apprécier les petites joies qui les entourent, sont ceux qui restent les plus sereins. D'un autre côté, j'ai aussi vu des gens qui se focalisent uniquement sur ce qu'ils n'ont plus, les voyages qu'ils ne peuvent plus entreprendre, les aliments qu'ils ne peuvent plus manger, les choses qu'ils ne peuvent plus faire. Et plus ils se focalisent sur ce qui manque, moins ils voient ce qui est encore là. C'est alors que l'amertume s'installe, quand les journées semblent vides, quand plus rien ne semble apporter de joie. La vérité, c'est que le bonheur ne vient pas toujours des grandes choses. Parfois, c'est simplement un bon repas, une conversation bienveillante, un moment de calme et de paix. Et quand on apprend à apprécier ces choses, la vie devient un peu plus lumineuse, peu importe où l'on se trouve, peu importe l'étape de la vie où l'on est. Alors, respirez profondément. Remarquez quelque chose de petit autour de vous. Là, maintenant, un son, une odeur, un goût, une sensation qui apporte ne serait-ce qu'une étincelle de joie. Accrochez-vous-y. Car en fin de compte, ce ne sont pas les grands événements qui donnent un sens à la vie, mais les petits plaisirs qui font que chaque jour vaut la peine d'être vécu. Après 1 an en maison de retraite, j'ai appris que vieillir, ce n'est pas seulement prendre de l'âge, c'est la façon dont nous choisissons de vivre les années qu'il nous reste. L'indépendance s'estompe si on la laisse faire, mais si nous restons actifs et engagés, nous préservons plus que nous ne le pensons. La solitude n'est pas une fatalité inévitable, c'est un choix, et plus nous allons vers les autres, plus nous nous sentons connectés. La routine n'est pas juste une façon de passer le temps, c'est le fondement qui maintient nos corps et nos esprits forts. L'attitude est essentielle. Les personnes les plus heureuses que j'ai connues ne sont pas celles qui ont une santé parfaite, mais celles qui décident de se concentrer sur ce qu'elles ont encore plutôt que sur ce qu'elles ont perdu. Les visites de la famille ne sont peut-être pas toujours fréquentes, mais les amitiés peuvent combler les manques et apporter une compagnie constante. Le passé sera toujours avec nous, mais si nous passons tout notre temps à regarder en arrière,
nous risquons de manquer les moments qui restent. Et en fin de compte, ce sont les petites choses, le café du matin, un rire, le soleil qui filtre par la fenêtre, qui apportent le sentiment de joie le plus profond. S'il y a une chose que je souhaite que vous reteniez de tout cela, c'est ceci. La vie ne s'arrête pas quand les choses changent. Il y a toujours de la place pour les liens, pour la croissance, pour le bonheur, si nous sommes prêts à les accueillir.